Bonjour et bienvenue à la semaine d'exploration des métiers, le monde de la com. Alors ce soir, on aura la chance de parler relations publiques. Je me présente, je m'appelle Dominique Villeneuve, je suis la PDG de l'A2C et j'ai le plaisir de faire le mot d'introduction et de vous souhaiter la bienvenue. Alors, bienvenue parmi nous. En fait, cette initiative vise à présenter l'industrie de la communication créative. Alors, il y a eu, en fait, il y aura et il y a eu, parce que vous êtes déjà la 5e conférence. Il y a eu donc 5 conférences. Mireille, tu peux peut-être juste avancer ma diapo, s'il vous plaît. Donc, il y a eu 8 conférences, en fait, sur 8 sujets différents. Alors, dans les différents sujets qui ont passé, bon, il y a le service conseil, création publicitaire, craft, design, stratégie, recherche. Et cette semaine, on a la chance de parler relations publiques, médias, numériques et contenu. Alors voilà, moi, j'aime croire qu'il y a autant de personnalités que de métiers pratiquement disponibles dans notre industrie. Donc, que vous soyez extraverti, introverti, que votre champ d'intérêt touche, bon, évidemment, au niveau des relations publiques pour ce soir, mais touche la création, le côté organisé, l'analyse, la recherche. Vous pouvez vraiment avoir des centres d'intérêt vraiment différents pour travailler dans notre industrie. Ça en fait aussi la beauté. Évidemment, l'ADN reste toujours la créativité, bien évidemment, mais il reste qu'on a besoin de multiples talents. Alors, j'espère que vous aurez la chance ce soir d'en découvrir plus sur cette discipline qu'est la relation, que sont, en fait, ou qu'est les relations publiques. Alors, ce soir, en fait, c'est une initiative de l'A2C, bien évidemment, mais en collaboration avec de multiples partenaires, donc en collaboration avec l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec, donc la CRPQ, ensuite en collaboration aussi avec Grenier aux emplois, aussi avec l'APP, donc l'Association des producteurs publicitaires, avec également le Conseil des directeurs médias du Québec et enfin avec l'appui aussi de la Société des designers graphiques du Québec. Un merci tout particulier à toute l'équipe d'Orchestra qui a créé toute l'identité de la semaine de la com, mais en fait du monde de la com. Donc, merci à toute l'équipe pour votre fabuleux travail. Et ensuite, en fait, ce soir, je vous disais, on parlait relations publiques. Alors, c'est le moment d'avoir toutes vos questions pour nos experts de la soirée. Donc, on débutera avec une première conférence, en fait, qui sera donnée par Mathilde Saint-Vincent, conseillère communication d'entreprise chez Casacom. Ensuite, elle va s'entretenir avec différents panélistes, donc Solneige Diaz, vice-présidente chez Tara Communication. Ensuite, il y aura également Marie-Emmanuelle Coury, directrice expérience client chez Weber Shandwick. Et enfin, il y aura Alexandre Lénès, directeur conseil principal chez Capital Images. Donc, moi, je vous invite à poser vos questions, qu'elles soient techniques, philosophiques. C'est le moment où vous pourrez en discuter. Pour finir, en fait, au niveau de la technicalité, évidemment, vous aurez l'onglet Q&A pour poser vos questions et ma collègue Mireille Forêt sera avec vous. Donc, elle va colliger l'information, colliger les questions, poser celles qui reviennent le plus et en fait, les questions vont pouvoir se poser à la fin de la conférence et à la fin du panel également. Donc, osez poser vos questions. La conférence, en fait, est là pour ça, pour vous donner accès à ces réponses-là puis aux réponses que vous désirez. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne conférence, bon panel, puis au plaisir de se recroiser dans une agence prochainement. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci Dominique. Donc, on va tout d'abord débuter avec une présentation d'une vingtaine de minutes pour vous présenter grosso modo c'est quoi les relations publiques. Laissez-moi partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Super. Donc, les relations publiques, c'est quoi? Ça peut porter à confusion, hein? Relations publiques. Est-ce que c'est écrire des discours pour les chefs d'entreprise qui s'adressent à leur public? Est-ce que c'est des relations avec les médias qui s'adressent à nos publics? C'est quoi finalement? En fait, relations publiques, c'est vraiment une traduction littérale là, du pendant anglophone qui est public relations. Mais si on traduit ça autrement, je dirais plutôt que les relations publiques, c'est les relations avec les publics. Ça serait la bonne traduction
francophones à avoir. Donc, un professionnel des relations publiques, son travail, c'est d'aider les entreprises à mieux communiquer avec leur public et ce, en utilisant toutes sortes de stratégies, de moyens de communication qu'on va voir aujourd'hui. Donc, avant de plonger un peu plus dans les détails, je veux faire un petit tour 360 sur mon parcours. Donc, tout d'abord, j'ai étudié en journalisme au Cégep, en journalisme et communication au Cégep de Saint-Jérôme. Et ensuite, comme j'imagine plusieurs d'entre vous, j'hésitais dans quel domaine me diriger. Donc, je savais que c'était en communication, mais est-ce que c'est en journalisme, en communication marketing? Est-ce que c'est en relations publiques? J'ai vraiment beaucoup hésité. Donc, j'ai décidé de faire un certificat en communication à l'UQAM, dans lequel j'ai touché à la fois justement à ces trois volets-là de journalisme, communication, relations publiques, pardon, et, et marketing, pour finalement décider que c'était vraiment les relations publiques qui m'intéressaient. Et disons que comment est-ce que j'ai plongé pour la première fois comment je me suis ramassée à travailler dans l'industrie pour la première fois? C'était via un stage à la ville de Mont-Tremblant, dont je vais toujours me souvenir puisque je suis arrivée en plein mois de juin, qui est un grand mois de préparation à la ville de Mont-Tremblant. Vous savez, il y a beaucoup d'événements à venir durant l'été à Tremblant. Donc, dès mon premier jour de stage, j'avais 2 allocutions à écrire pour le maire de la ville, finalement, alors que je n'avais pas encore vu mon cours de rédaction en relations publiques. Donc, vraiment, j'ai plongé les 2 pieds dedans dès la première journée. Donc, et je suis restée là pendant 3 ans, finalement, durant toutes mes études. Donc, comme quoi, il faut saisir les occasions quand elles passent. Finalement, à ma dernière année d'université, j'ai fait un stage chez Casacom. Ils m'ont gardée. Ensuite, j'ai été coordonnatrice chez Casacom et maintenant, je suis conseillère depuis 1 an et demi. Je vais revenir un peu plus tard sur c'est quoi la différence entre coordonnatrice et conseillère. Donc, voici mon parcours, mais chaque parcours est unique. Puis je dirais que mon message pour vous, c'est d'accepter de tester justement, et oui, parfois de faire des erreurs, mais de ne pas avoir peur d'oser puis de foncer. Donc, les relations publiques, je commence par vous montrer, vous expliquer ça s'exerce où. Donc, il y a 3 grands endroits où ça s'exerce. Il y a soit en entreprise. On peut travailler en communication pour une entreprise, par exemple, pour Hydro-Québec ou n'importe quelle autre entreprise auquel on pense. Il y a également en cabinet, ou alors vous pouvez entendre dans une firme de relations publiques ou dans une agence de relations publiques. Et là, la différence, en fait, c'est qu'on a plusieurs clients, donc on travaille pour plusieurs entreprises. Et là, les cabinets, il y en a qui sont spécialisés, il y en a qui sont spécialisés, par exemple, en relations médias, il y en a qui sont spécialisés dans plusieurs domaines. On va le voir également, c'est quoi toutes les différentes spécialisations qui peuvent être faites en relations publiques. Puis finalement, bien, il est possible de travailler à son compte comme un consultant à la maison, soit auprès de clients ou même auprès d'entreprises, pardon, ou même auprès de cabinets. Donc justement, là, je vous parle d'une vision un peu de 4 spécialités des relations publiques, 4 divisions, mais il faut comprendre que ça, c'est une vision et que d'une agence ou d'une entreprise à l'autre, il pourrait y avoir 3 cercles au lieu de 4 ou des noms qui sont dits un peu plus différemment. Mais voici grosso modo les 4 spécialisations, les 4 visions du domaine. Donc, la première, c'est les communications d'entreprise. Ça, c'est-à-dire tous les types de communications qui sont destinés au public à la fois interne, donc les employés des entreprises, ou externes, tous vos publics externes. Donc, on a fait beaucoup de communication d'entreprise. Si je vous donne exemple, durant la COVID-19, par exemple, les entreprises venaient vers nous en disant qu'on a des enjeux de recrutement et on a besoin d'embaucher des employés. Donc, ça, c'est un enjeu de communication d'entreprise. Ou alors, justement, bien, des enjeux de motivation, toujours en lien avec la COVID-19, bien, nos employés sont à la maison, comment est-ce qu'on fait pour les motiver? Donc là, c'est nos publics internes. Donc ça, c'est un volet. Ensuite, il y a le volet des affaires publiques puis de la gestion de crise. Donc, affaires publiques, tout ce qui touche des décisions gouvernementales, tout ce qui est d'intérêt public ou qui ont encore une composante d'acceptabilité sociale. Donc, ici, ça peut être, par exemple, demander la présence d'un ministre à un événement, présenter un mémoire ou encore une gestion de crise. Ensuite, tu as le volet numérique, le volet du marketing numérique.
Ça, c'est l'ensemble des activités qui sont réalisées sur le web. Donc, les blogs, les médias sociaux, même la conception de sites web, des infolettres, etc. Puis, finalement, la communication marketing qui vise à favoriser la commercialisation, plutôt la vente d'un produit ou d'un service. Donc, ça peut se faire, par exemple, via des relations avec les influenceurs, des lancements, des événements. Donc, ça vous donne un peu une idée des activités. Toutefois, il y a une raison pourquoi ces cercles-là s'imbriquent. C'est qu'en général, on dit que pour qu'un projet de relations publiques ait le plus d'impact, bien souvent, on va regrouper un peu de tout, un peu de numérique, un peu de marketing, un peu de communication d'entreprise. Ça va se regrouper pour faire une belle grande campagne de relations publiques. C'est sûr que selon les projets, il peut y avoir une portion qui prend plus de place, mais en général, c'est ce qu'on recommande. Donc, comment est-ce qu'on mène tous ces projets-là concrètement? C'est quoi toutes les activités qu'on peut faire en relations publiques? Je vous ai fait une liste ici. Je l'ai mis en liste tout simplement pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup d'activités qu'on peut faire en relations publiques. En nous, notre mission, c'est d'aider les entreprises à améliorer leurs relations avec leur public. Et après ça, on utilise les moyens qui sont mis à notre disposition pour le faire. Donc, je passe rapidement, mais tout d'abord, on commence avec des plans et des stratégies de communication intégrées. Quand on dit intégré, c'est justement les 4 cercles ensemble. C'est un tout ça. De la communication interne, donc la communication aux employés, ça peut être via l'organisation d'événements, des campagnes sur le web, donc sur les médias sociaux, des relations de presse, relations avec les médias aussi qu'on peut appeler. Aussi, on peut aussi se tourner vers la pub si on pense que c'est la meilleure option pour communiquer avec nos publics ou encore de l'achat de pub dans les médias. De l'évaluation ou de la veille. De la veille, ça veut dire surveiller une tendance dans les médias ou sur les médias sociaux. Si on pense que ça peut avoir un impact pour notre entreprise ou notre client, on va surveiller cette tendance-là. Aussi, on fait beaucoup de sondages et de recherches parce qu'avant de lancer un projet de relations publiques, on veut comprendre à 100% qui sont nos publics, à qui on s'adresse. Donc, on fait beaucoup de sondages, beaucoup de recherches. Du positionnement de marque aussi. C'est une marque qui sent qu'il y a de la difficulté à se démarquer de la compétition aussi. On peut travailler sur son positionnement, lui écrire des messages clés. Si un porte-parole doit passer devant les médias, qu'est-ce qu'il doit dire? C'est quoi ses messages principaux? Faire beaucoup de rédaction aussi. Vous aurez deviné de la relation avec les influenceurs, la création de contenu comme des vidéos, la gestion de crise, des commandites, des dons. Ça vous donne une idée qu'il y a vraiment beaucoup d'activités qu'on peut réaliser. Beaucoup d'activités et tout autant de métiers. Il y a vraiment, ce qui est merveilleux avec le domaine des relations publiques, c'est qu'on peut vraiment se spécialiser aussi selon ce qui nous intéresse dans la vie. Puis vous allez voir un peu par la suite. Mais si on commence par les postes en relations publiques, souvent, le poste d'entrée, c'est le poste de coordonnateur. On va vraiment soutenir l'équipe dans tous les projets. On touche à tout quand on est un coordonnateur. Ensuite, vraiment, ça dépend des termes qui sont utilisés en entreprise ou en agence, mais on va parler de chargé de projet ou d'agent de com ou de conseiller en communication, par exemple, où là, on va être appelé à gérer davantage des projets. Oui, évidemment, on assiste l'équipe, mais on va être appelé à gérer plus de projets. Directeur VP, bien, vous comprendrez qu'on gère, il y a une composante de gestion aussi qui est encore plus grande. On gère les clients, les projets sont plus gros. Plus de stratégie également aussi, c'est ce qu'on apprend à développer. Et ensuite, au niveau des emplois, des postes plus spécifiques, il y a attaché de presse, par exemple. On voit ça beaucoup chez nos politiciens qui sont accompagnés d'attachés de presse qui vont gérer les demandes médias. Donc, on peut se spécialiser dans ce domaine-là. Il y a les designers graphiques de qui on s'entoure beaucoup dans les cabinets, par exemple, pour faire des visuels qui accompagnent bien nos communications. Il y a aussi des spécialistes en création de contenu qu'on appelle, par exemple, supposons qu'on a besoin de faire une vidéo ou des balados. On va faire appel à eux, tous les projets créatifs. Ou encore, être un porte-parole. C'est un métier en soi, être un porte-parole pour une entreprise. On représente l'entreprise
dans les médias ou dans les événements, par exemple. Donc, je disais qu'on pouvait se spécialiser, mais il y a par poste, mais il y a aussi par spécialisation. Donc, on peut décider qu'on est, nous, par exemple, c'est vraiment les médias sociaux qui nous intéressent. Donc, on peut décider qu'on est un conseiller spécialisé en médias sociaux, par exemple, ou en gestion de crise ou avec les relations avec les influenceurs. Puis, c'est encore possible de se spécialiser encore plus par secteur d'activité. Est-ce que c'est le secteur des affaires, de la finance qui vous intéresse, de l'éducation? Donc, vous pourriez décider que, par exemple, de vouloir vous spécialiser, d'être un conseiller en communication d'entreprise spécialisé en éducation et en santé, par exemple. Donc, ça vous donne vraiment une idée de à quel point c'est vaste, le milieu des communications. Vous pouvez vraiment vous spécialiser selon ce qui vous intéresse. Donc, je parle beaucoup. Est-ce que je peux avoir un signe de tête si tout va bien? Vous m'entendez toujours? Oui, parfait. Super. Donc, maintenant, un cas. Finalement, c'est beau tout ça, mais comment est-ce qu'un projet de relations publiques arrive? Puis comment est-ce qu'on le met en place? Je vais voir l'heure. Parfait. Ouais. Comment est-ce qu'on le met en place? Donc, tout d'abord, généralement, et là, je parle pour moi qui travaille en agence, souvent, les clients nous arrivent avec un problème, avec un enjeu. Par exemple, si j'embauche pas, je vais fermer mon entreprise. Je lance un produit qui va permettre aux PME de toute la province d'être plus compétitifs. Et comment je fais pour rejoindre les PME de toute la province, par exemple? Donc, un coup qu'on a notre enjeu, on va toujours mettre sur pied des objectifs. Donc, par exemple, est-ce que mon objectif, c'est de sensibiliser? Est-ce que c'est de rassurer mes employés? Est-ce que c'est de convaincre? Ensuite, la stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Ensuite, on exécute les activités. Et ensuite, on évalue. Parce qu'on veut savoir si on a bien fait finalement. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Donc, à chaque fin de campagne, on évalue. Donc, je vous présente un cas qu'on a réalisé chez Casacom pour Solidarité rurale du Québec. Donc, je vous parle de l'enjeu. Solidarité rurale du Québec, qui est un regroupement et qui est venu nous voir puisque son objectif à lui, c'était il était accompagné par plusieurs partenaires et il voulait réaffirmer l'importance de la ruralité forte au Québec. Donc, réaffirmer l'importance des régions, là, de la ruralité partout au Québec et de rappeler que la ruralité, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tous au Québec. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réaffirmer l'importance de la ruralité aux Québécois en général? Donc, on a vraiment accompagné Solidarité rurale dans l'idéation, la conception, l'exécution de cette campagne-là. Et notre angle à nous, c'était on a tous une part de ruralité. Quelle est la vôtre? Tu sais, c'est vrai, on vient tous d'un milieu rural. C'est quoi notre part de ruralité? Donc, ça nous a mené à trouver un nom pour cette initiative-là, ce mouvement-là, qui s'appelle Tous ruraux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là? Bien, on a créé tout le positionnement que je viens de vous expliquer, Tous ruraux. Là, on a créé le logo, toute l'image de marque qu'on voit un peu ici. On voit la brochure, notamment le pointeur aussi. Tout ça, c'est ce qu'on a créé. Donc, vous voyez, on peut même aller jusqu'à créer une image de marque. On est allé chercher un ambassadeur qui était Fred Pellerin et des porte-paroles régionaux. On a créé une vidéo de lancement de la campagne avec Fred Pellerin qui explique un peu pourquoi c'est important la ruralité, donc avec sa façon unique de raconter les choses. Et puis, un mouvement, il faut que ça s'héberge à quelque part. Il faut qu'on ait plus... où est-ce qu'on héberge toutes ces informations-là? Bien, on a créé un site web pour rassembler toutes ces informations-là et on a créé des contenus écrits, des visuels pour les médias sociaux pour faire vivre tout le contenu. Et on a aussi créé un quiz pour jazzer un peu le tout, créer un quiz pour que les gens découvrent c'est quoi leur part de ruralité qui est en eux. Je vais vous montrer un exemple dans la prochaine diapositive. On est allé chercher une quinzaine d'ambassadeurs, on a fait des relations de presse, on est allé chercher des données aussi et avec les ambassadeurs, on est allé faire des relations de presse
au Québec, mais aussi dans chacune des régions du Québec pour faire connaître l'initiative. On a aussi mené 2 événements. Un événement de lancement, puis avec comme un grand rassemblement officiel. Puis on a fait aussi, en marge de ça, toute une stratégie de diffusion sur une stratégie médias sociaux payante et organique. Donc, c'est ici quelques images là, du rassemblement qui a eu lieu à Québec. Puis, un exemple, par exemple, du quiz. Là. Par exemple, vous êtes à 71% rural, vous êtes un rural en devenir, par exemple. Il y avait un petit texte qui accompagnait ça. Donc, imaginez tout ça, évidemment, imbriqué dans un échéancier. Et au final, je vous ai dit, bon, qu'il faut toujours évaluer. Donc, on a atteint nos objectifs. On a eu plus d'une centaine de retombées dans les médias, dont une bonne entrevue de 6 minutes à Salut Bonjour. On a eu 11 000 quiz remplis, donc 8 000 la première semaine du lancement. Il y a eu aussi plus de 300 000 visionnements de la vidéo et 15 000 visiteurs durant la première semaine sur le site web durant la semaine du lancement. Donc, j'ai l'impression que je t'en ai dit beaucoup. Ça vous donne un bon portrait de tout ce qu'on peut faire, l'univers des relations publiques. Donc, maintenant, la parole est à vous si vous avez des questions. Je vous inviterai à les poser. Mireille, est-ce qu'on a déjà des questions? Oui, on a déjà 2 questions super pertinentes. Donc, la première, malheureusement anonyme. En cette période de pandémie, il est difficile de trouver du travail en RP quand on est nouveau diplômé. Quels seraient vos conseils pour se démarquer à l'embauche face à des personnes avec plus d'années d'expérience que nous? C'est vraiment une bonne question. Puis je pense on y répond un peu dans le panel, là, comment est-ce qu'on peut se démarquer. Mais je dirais que c'est d'aller chercher... en fait, ça dépend où vous êtes, ça dépend si vous sortez de l'université. Chaque parcours est vraiment unique. Mais je dirais si vous pouvez bonifier ça de stage. Évidemment, ça dépend aussi beaucoup de où vous êtes. Si vous êtes à l'université, si vous avez la possibilité de bonifier votre expérience de stage, ou sinon, toute expérience de bénévolat, je dirais aussi, qui est bien vue. Je vois des hochements de tête de nos panélistes. Là. Également, si vous avez... ça va être une question qui va être posée dans le panel, quels sont les conseils. Donc, ils pourront vous en dire plus. Mais a priori, ce que je vois, c'est d'ajouter ces cordes-là à votre arc. Là. Ça montre que vous voulez que vous vous impliquez puis que vous avez la volonté d'aller chercher de l'expérience, même si, dans le contexte actuel, on sait que c'est plus difficile. Une autre question qui nous est posée cette fois-ci par Charline, c'est si nous avons de l'intérêt pour tout ce qui a trait à la politique et que nous cherchons à travailler au sein du gouvernement, comment est-ce que le processus de recrutement fonctionne? Est-ce que c'est de passer par une agence ou c'est possible de rentrer directement dans le milieu? Je dirais que c'est en fait, il y a des agences qui se spécialisent en communication politique là, ou en lobbying, là, plus spécifiquement. À ce moment-là, c'est possible d'envoyer un CV à ces agences. Mais sinon, je vous dirais de regarder carrément les offres d'emploi du gouvernement. Ensuite, 2 dernières questions avant qu'on passe au panel. Lydia se demande, c'est quoi les principales différences entre le service conseil et les relations publiques? Le service conseil, qui est une des... Effectivement, en agence, je ne sais pas si ce serait possible de juste aider à mieux distinguer la différence entre ces 2 types de disciplines. Mm-hmm. Ben en fait, les services conseils, disons, tout dépend aussi comment il a été couvert lors de la présentation. Là. Est-ce que, je ne sais pas, il y a peut-être moyen de m'orienter en disant qu'est-ce qui a été abordé comme dans le panel du service conseil? Bien, en fait, c'est sûr qu'en agence de communication, c'est vraiment l'intermédiaire entre l'agence et le client. Donc, c'est les personnes qui vont s'assurer que la communication passe bien de part et d'autre, qui va aider à transmettre, par exemple, au niveau de la création, expliquer les concepts, vraiment s'assurer que les attentes, les objectifs du client soient bien compris aussi
de part et d'autre entre l'entreprise et l'agence. Donc, moi, rapidement, c'est ce que j'expliquerais. Après ça, comment vous gérez, peut-être ce serait de parler de comment vous gérez la relation avec le client dans une agence de relations publiques. Oui, bien en fait, exactement ce que tu viens de décrire, là, c'est ça m'aide, là, cette définition-là. Merci. Mais en fait, le conseil, tout ce service-là, c'est quelque chose qui est partie intégrante de notre travail et ce, en tout temps avec tous nos clients. Parfois, dépendamment, on peut en gérer 5, 6 en même temps. Et oui, en effet, il y a tout un volet conseil d'où on est appelé conseiller en relations publiques. Donc, c'est notre travail aussi de pas juste exécuter, mais de conseiller parce que parfois, la demande initiale, on va se rendre compte que c'est pas le meilleur moyen que le client, c'est pas le meilleur moyen pour atteindre les objectifs du client et alors on va le conseiller à faire quelque chose de différent. Donc, je dirais que c'est vraiment partie intégrante de notre travail tout le temps. Parfait. Puis, dernière question, les autres que je vois rentrer, on les posera après le panel, donc on ne vous oublie pas. Est-ce qu'il y a une certaine formation pour se spécialiser? Donc, tu en parlais un petit peu plus tôt dans ta présentation. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ou c'est vraiment de par l'expérience qu'on acquiert en travaillant avec certains types de clients? Bien, je dirais les deux. C'est sûr qu'il y a moyen de se spécialiser en allant faire un certificat, en allant faire un DESS, par exemple. Toujours moyen d'aller se spécialiser à l'école, mais je dirais que l'école, le terrain est aussi une excellente école. Puis qu'en général, les cabinets, en tout cas, je parle pour l'expérience en cabinet, si vous dites que vous avez un intérêt pour le milieu des affaires et de la finance, évidemment, si c'est un cabinet qui a ce genre de clients-là, je suis certaine qu'ils vont vous garder qu'ils vont vous penser à vous lorsqu'il y a des projets dans ce secteur-là, puis qui vont vous permettre de tester aussi. Bien, parfait. Alors, si tu es à l'aise, on serait prête à passer au panel. Oui, donc je rappelle qui m'accompagne. Donc, peut-être faire un tata quand je vous nomme. Donc, Sonège Diaz, qui est vice-présidente et associée chez Tara Communication et qui est aussi cofondatrice de Agenda PR. Elle a travaillé ou travaille actuellement pour plusieurs clients. Je vous en nomme quelques-uns, dont Strom Spa, Maison Lavande, l'Auto-Québec, Juste pour rire également. Je suis également avec Marie-Emmanuelle Coury, qui est directrice expérience client chez Weber Shandwick, qui a travaillé notamment pour McDo, Canadian Tire, Esso, Best Buy. Et Alexandre Lénès, qui est directeur conseil principal chez Capital Image, donc qui a travaillé notamment pour Kijiji, Xbox, Microsoft, Facebook. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer en vous demandant comment s'est faite, vous, votre entrée dans l'industrie. Donc, si je commence avec Sonège, toi, je pense que c'est via le monde de la musique. Ben oui, exactement. Moi, en fait, j'ai fait mes stages à l'époque dans une boîte de musique qui s'appelait Musicor. J'ai toujours voulu, en fait, travailler dans le domaine culturel. Je voulais travailler avec des artistes, je voulais les mettre de l'avant et tout. Et bon, ben de fil en aiguille, je me suis rendu compte que, ben il n'y avait pas peut-être tant d'opportunités que ça. Et par hasard, j'ai rencontré en fait Tara Tremblay-Nantel, qui était en fait une ex de chez Musicor et qui venait de partir sa boîte de relations publiques. Elle se cherchait quelqu'un pour l'appuyer dans les différents mandats dès le début. Donc, je suis arrivée un peu comme ça. J'ai fait, OK, je vais faire une transition, je vais voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et de fil en aiguille, ben, ça fait 7 ans qu'on est en affaires avec Tara Communication. On est associés depuis peu, mais je suis la première employée. Maintenant, on a une belle équipe qui travaille avec nous. Je dirais que ce qui est excitant, en fait, dans notre projet à nous, c'est on est allé dès le début chercher les clients un par un. Donc, on a travaillé sur une table de cuisine parce qu'on ne se le cachera pas, nous, il y a aussi le volet entrepreneuriat, pas juste agence dans notre parcours. Donc, nous, on est vraiment allé chercher les clients un par un selon nos intérêts, avec qui on avait envie de travailler. Et on a vraiment défini, en fait, notre offre de service par rapport à ça. Fait qu'aujourd'hui, on fait principalement, je dirais, du culturel, du lifestyle. Quand je parle de lifestyle, je parle d'alimentation. Je parle également de beauté. Donc, comme tu l'as dit, on a le Strom Spa nordique. On a également des clients de meubles comme
Urban Barn, on fait la campagne Belle cause pour la cause, mais on a aussi le volet culturel, par exemple avec XP Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec, on travaille avec des humoristes et autres. Donc, c'est un peu mon parcours. Aujourd'hui, on est 5 employés à l'agence. Et depuis 7 ans, ben, c'est ça, on fait rayonner nos clients et c'est ça. Puis toi, Alexandre, je pense que c'est tout le domaine de la techno qui t'a attiré en premier lieu. Oui, exactement. Donc, moi, justement, j'étais un peu comme vous tous qui nous regardez en ce moment. J'étais étudiant à l'UQAM. Puis, il y avait une conférence qui était donnée dans ma classe pour parler justement d'une agence qui s'appelle High Road, en fait, puis qui se spécialisait justement en technologie. Puis moi, je suis un geek, un gamer, donc j'aime ça la technologie. Alors, j'ai vraiment vu là une opportunité. Je me suis dit, wow, je pourrais allier mes passions personnelles avec mes passions et mon parcours professionnel. Puis justement, donc la conférencière qui allait devenir ma boss quand elle est venue dans le local, moi, j'étais assis en avant d'elle avec mon chandail noir sur lequel il était écrit en blanc « Gamer ». Donc ça, déjà, au niveau branding, je pense que j'avais réussi à bien vendre que j'avais une passion qui rejoignait ce que l'agence faisait. Donc, ça m'a vraiment permis, justement, donc, d'aller créer un premier contact, d'aller la voir. Puis je sais qu'il y a eu plusieurs questions qui ont été posées justement sur comment se trouver une job, tout ça. Puis je sais qu'il y a certains contextes qui sont plus difficiles. Mais je pense que de vraiment faire sa chance, de saisir les opportunités qui se présentent à nous, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire connaître et de ne pas avoir peur, de dire « Ah non, ça ne se fait pas » ou « Je vais avoir l'air ridicule ». Non, on fonce. Puis c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi. J'ai travaillé justement sur des clients vraiment extraordinaires, comme tu mentionnais tantôt, Mathilde. J'ai pu travailler sur Facebook, sur Xbox, sur PlayStation, avec quasiment les studios de jeux vidéo de Montréal. Donc, pour le gamer que je suis, ça m'a vraiment permis là, d'allier, comme je dis encore là, passion personnelle avec ma passion professionnelle. Toi, Marie-Emmanuelle, ton entrée dans l'industrie? Ben écoute, ça s'est fait peut-être pas comme je l'imaginais parce que j'ai décidé de me lancer en communication parce que je voulais être la publiciste de Tom Cruise à l'époque. Alors, spoiler alert, c'est pas arrivé. Mais, ouais, c'est ça. Mais, un petit peu comme Alexandre puis Sol-Neige, c'est les opportunités qui se sont offertes à moi, qui ont fait que j'ai vraiment développé ma carrière. J'ai une carrière un peu atypique en agence parce que j'ai pas un parcours un petit peu comme toi. Tu disais, tu es rentrée comme stagiaire, coordo, conseillère. Moi, pas du tout. J'ai commencé du côté du client. J'ai travaillé pour une compagnie de théâtre documentaire que vous connaissez peut-être qui s'appelle Porte-Parole. J'ai fait des relations médias sur une tournée. Puis j'ai vraiment travaillé du côté du client pendant 7-8 ans. Fait que la moitié de ma carrière s'est passée du côté client. J'ai été porte-parole pour un retailer canadien. Encore une fois, j'ai accepté de faire ça. Je ne savais pas trop dans quoi je me lançais, mais je me suis lancée. Puis, et puis j'ai eu des super belles opportunités. J'ai été en agence après ça. J'ai fait des relations médias. Et là, je suis du côté expérience client. J'ai passé par des petites agences à Montréal. Maintenant, je suis chez Weber Shandwick. On est un réseau global, international. On travaille avec des gros brands, des gros clients. Fait que c'est vraiment quelque chose de différent, mais c'est ça, je savais, j'avais ce rêve-là de travailler avec Tom Cruise, mais pas arrivé. D'ailleurs, c'est peut-être pas aussi glamour qu'on peut penser. Là. On pense aux PR, on pense à l'événementiel, mais c'est le fun. Je trippe à chaque jour. J'étais bien inquiète à l'université. Je ne savais pas trop où est-ce que j'allais me retrouver. Puis j'ai un prof un jour qui m'a dit de ne pas trop m'inquiéter, que ma carrière allait se développer avec les opportunités. Puis
c'est à peu près ça qui s'est passé. Alors, voilà. Parce que opportunité, saisir les occasions, c'est des mots-clés qui sont revenus un peu à noter. C'est des mots-clés qui sont revenus souvent. Maintenant, peut-être pour rebondir justement sur la question du service conseil, j'aimerais savoir, selon vous, qu'est-ce qui distingue les relations publiques des autres domaines de la communication créative qui sont abordés dans le cadre du monde de la com? Disons, Alexandre. Oui, ben, je dirais, je pense que c'est une chose que tu as bien présentée, j'ai trouvé dans ta présentation, c'est qu'on n'est pas nécessairement accroché à un créneau, un canal de communication. En tout cas, c'est ma vision que j'en fais de notre travail. C'est sûr que souvent, lorsqu'on parle de relations publiques, je pense qu'il y en a qui associent ça abondamment ou rapidement aux relations médias. C'est vrai que c'est un chapeau qu'on porte très souvent. C'est un médium qu'en général, on va être les maîtres de, mais ce n'est pas le seul. Donc vraiment, je pense que c'est une chose aussi que j'apprécie dans le fond de l'agence où je suis. Vraiment, tu sais, Capital Image, on est une agence de communication intégrée, puis on n'est pas juste communication intégrée dans notre nom pour faire beau puis faire cool. Vraiment, dans notre quotidien, c'est de la manière dont on le vit. Donc, ce que ça veut dire, c'est aussi quand tu as donné la définition des relations publiques plutôt, c'est que notre objectif, c'est de bâtir des relations, de bâtir des ponts avec les différents publics d'une marque, d'une entreprise. Puis ces ponts-là, ben, ils se bâtissent pas d'une seule manière. Il y a différentes façons de rejoindre ces publics-là. Il y a différentes façons de soit les faire bouger, de générer des actions et tout ça. Donc, vraiment, ces publics-là sont multiples, que ce soit justement des consommateurs, que ce soit aussi des employés, donc pour la communication interne, des partenaires, des actionnaires, même le gouvernement, des fois qu'on veut faire bouger sur un enjeu. Donc, on doit vraiment identifier quels sont les meilleurs moyens de les rejoindre. Puis je pense que c'est ça qui fait la beauté de notre métier, c'est qu'on peut être un peu agnostique, on n'est pas rattaché nécessairement à un seul canal. Je pense qu'on a une pluralité. On est des gens multidisciplinaires. Puis comme je disais, c'est vrai que souvent, on a comme le chapeau des professionnels des relations médias, mais réellement, notre expertise va au-delà de ça. Donc, si jamais vous entendez beaucoup de bruit en arrière de moi, c'est ma marmaille parce que j'ai 3 enfants. C'est ça le télétravail. Alors, ça se peut que vous entendiez d'autres panélistes qui vous parlent ce soir. La réalité du télétravail. Donc, et toi, Marie-Emmanuelle? Ben écoute, quoi rajouter à ça? Essentiellement, je pense que on peut identifier les relations publiques à... on est un petit peu les gens qui gardent l'image de marque. On fait attention à la réputation. Souvent, j'essaie d'expliquer, j'explique ça à ma mère 20 ans plus tard, là, toujours, que non, je ne fais pas de la publicité. Puis comment j'essaie de lui expliquer ça, puis j'espère que vous allez mieux comprendre qu'elle, c'est que, en fait, je compare ça souvent à quand, tu sais, moi, je vous dis que je suis bonne, que je me vante, puis que je travaille bien. Ça, c'est un peu comme de la pub. Mais si Sol Neige, elle va vous dire, puis elle va vous parler de moi, puis elle va dire, oui, moi, j'ai travaillé avec Marie-Emmanuelle, puis elle est bonne, puis elle sait ce qu'elle fait. C'est un petit peu comme les relations publiques. Fait que c'est la différence, la grande différence entre la publicité, les relations publiques. On parle de tierces personnes quand on fait des relations médias. Pourquoi on prend cette avenue-là plus qu'une autre? Mais encore une fois, ça dépend des stratégies, ça dépend des objectifs. Il y a plein de différents canaux qui s'offrent à nous. En 2020, c'est hallucinant, là, les choix qu'on a en communication. Mais essentiellement, je pense que c'est ça. Ça fait le tour, mais c'est vrai que c'est complexe. Maintenant, si on change un peu d'ordre d'idée, disons, Sol Neige, c'est quoi, selon toi, les qualités, les caractéristiques qu'il faut pour travailler dans le domaine des relations publiques? Bien, première qualité, je pense, c'est d'avoir des capacités relationnelles, d'aimer les gens, parce que je veux pas, ben, dans notre métier, à tous les jours, on parle à des gens, on travaille, ben, dans mon cas, je travaille avec des entrepreneurs, avec des passionnés, avec des clients, donc on est
constamment en communication avec eux. Donc, je pense que c'est un des critères principaux. Moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que ça prend de la curiosité pour travailler en relations publiques. Au-delà, tu sais, c'est sûr, ça prend de la rigueur, puis on parle de passion, puis d'organisation, parce que oui, on a des objectifs à atteindre, on a du rendement à donner à nos clients et autres, mais je pense justement que c'est ça, avoir de la curiosité est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est un milieu qui évolue extrêmement rapidement. Moi, dans mon cas, je fais beaucoup de relations de presse et des relations avec des influenceurs. Donc, on le sait, malheureusement, le milieu des médias est souvent changeant. Donc, c'est important de savoir à qui on s'adresse, quel angle qu'on peut pitcher, à quel média, savoir quelle nouvelle émission arrive, OK, quels sont les sujets qui sont traités. Dans notre cas, des fois, on travaille avec des influenceurs qui sont des mamans. Fait que d'être sur les réseaux sociaux, de savoir, OK, elle vient d'accoucher, OK, elle va avoir un bébé. C'est comme du stockage permis, je dirais. Vraiment, donc... je pense que c'est important. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir une ouverture d'esprit pour être en RP parce que, tu sais, des fois, c'est sûr que nos clients ont des opinions qui veulent aller dans telle direction, mais nous, en tant que spécialistes de notre domaine, c'est super important de les ramener, de comprendre pourquoi ils veulent aller dans cette direction-là, comprendre les objectifs, puis peut-être d'amener des pistes de solutions adéquates à leurs besoins. Je trouve que c'est vraiment un super portrait. Est-ce qu'Alexandre ou Marie-Emmanuelle, vous avez des choses à ajouter? Oui, je pense que pour renchérir ou pour ajouter peut-être un volet au niveau de la curiosité, d'être curieux, justement, mais je pense, tu l'as bien décrit, ça neige, d'avoir une culture générale quand même assez large parce que justement, ça nous permet, lorsqu'on a des brainstorms, lorsqu'on doit penser à une nouvelle idée, tu sais, justement, bon, c'est pas tout le monde qui a peut-être une connaissance de la ruralité. Mettons, si on prend l'exemple de Mathilde dans sa présentation, mais justement de connaître, bon, OK, oui, tu sais, bon, Fred Pellerin, je pense que pas mal de monde au Québec le connaissent, là, c'est à moins que tu dors sous une roche, mais en même temps, de connaître les différents artistes, de dire, ah oui, on a une thématique et comme ça, qui est-ce qui reflète cette thématique-là, qui est-ce qu'on peut approcher, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, de continuer à vraiment d'en apprendre davantage. Je dirais, sortir de sa zone de confort, parce que c'est sûr, ça va toujours dépendre de quel milieu dans lequel tu travailles. Mais c'est sûr que quand tu es en entreprise, généralement, tu vas peut-être te dire, je vais choisir une entreprise qui, puis j'ai vu dans les questions des gens qui parlent, mettons, d'environnement. Donc, si, mettons, toi, c'est la passion, c'est l'environnement, tu vas peut-être aller travailler avec un organisme, une organisation qui rejoint ces valeurs-là. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que tu vas déjà te coller à un organisme qui ressemble un peu, je dirais, à la personne que tu es et ce que tu veux faire. Par la suite, quand tu es en agence, des fois, tu vas devoir travailler sur différents clients. Donc, des fois, c'est peut-être des domaines que tu ne connais pas. Donc, il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu te lances, puis que tu te lances le défi, justement, de te réinventer puis d'aller plus loin. Donc, ça amène aussi à un autre point, c'est l'adaptabilité. Sonège, je mentionnais un peu justement le fait que, par exemple, le paysage médiatique est toujours changeant, que justement, comme je le mentionnais, les clients aussi sont multiples, donc les réalités sont différentes. Puis cette année, je pense, 2020 nous a montré à quel point il fallait bien s'adapter. Je pense que la pandémie, il n'y a personne, jamais personne qui a dû vivre ce type de pandémie-là. Donc, on doit, en tant que professionnel, même si on doit prendre tout notre bagage et l'appliquer, dans le fond, toutes ces connaissances-là sur cette réalité-là que personne ne connaît, de dire, OK, comment est-ce qu'on navigue là-dedans, puis de vraiment, comme je dirais, ressortir de là gagnant, puis de continuer à amener nos clients à communiquer de la bonne façon, puis à passer à travers cette grande année. Puis 2021 va nous aussi nous réserver des surprises, je crois bien. Donc, je pense que c'est ça les points que je rajouterais. Mais justement, pour rebondir là-dessus, ce serait quoi vos conseils aux étudiants, peu importe leur niveau là, où ils sont rendus, pour se préparer au milieu du travail en relations publiques, en agence ou en entreprise? C'est quoi vos conseils pour eux? Mais, je pense que ça fait un peu suite à ce qu'Alexandre Pissonnage disait, mais il faut être ouvert d'esprit. Il faut être ouvert et accepter qu'il y a bien des choses aussi qu'on ne sait pas. C'est une belle leçon d'humilité, là, on va dire. Puis,
ça fait plusieurs années que je suis dans le milieu et moi aussi, à chaque semaine, j'ai des belles leçons d'humilité. C'est juste que là, on sort de l'université, on a un super beau bagage, on est prêt à tout affronter, puis finalement, on se rend compte que, tu sais, on a encore tellement de choses à apprendre à chaque jour. L'industrie change tellement, tellement rapidement. On peut avoir des idées préconçues à travailler en agence ou sur tel ou tel client. Alexandre, il était super chanceux. C'est un gamer, un geek. Alexandre, tu as travaillé directement sur des clients qui t'ont fait triper dès le départ. C'est pas le cas tout le temps non plus. Tu sais, moi, j'ai fait des relations médias pendant plusieurs années pour une compagnie de tabac. Puis au début, je me disais, ouf, c'est ça, comment je vais faire ça? Puis avec un petit peu d'ouverture, avec de la curiosité, j'ai creusé, je me suis renseignée, j'ai compris. Alors que peut-être au départ, j'aurais dit d'emblée, jamais de la vie, je ne vais pas commencer à avoir des relations médias ou des communications pour une compagnie de tabac. La même chose avec une compagnie Comesso, avec qui je travaille régulièrement. Mais c'est ça, il faut être ouvert pour voir quels sont les objectifs, quels sont les messages à passer, puis essayer de voir et puis de comprendre que, finalement, on ne connaît pas tout. Puis c'est pour ça qu'on est entouré, c'est ça la force aussi d'une agence, c'est qu'on est entouré de gens qui ont des cerveaux qui ne sont pas pareils comme les nôtres, des jeunes, des plus vieux, des gens qui, ça fait 20, 30, 40 ans qu'ils travaillent dans le milieu. Il y en a d'autres. Moi, comme je dis, j'apprends à chaque jour, mais j'apprends pas juste de mes supérieurs. Je travaille de très près avec nos juniors à l'agence, puis ils m'apprennent des choses aussi à chaque semaine. Fait qu'il y a cette ouverture-là qui est nécessaire selon moi. Bien, moi, je suis parfaitement d'accord avec Marie-Emmanuelle. Je pense aussi que quand on sort de l'université, on ne sait pas nécessairement c'est quoi nos champs d'intérêt. On ne sait pas ce qui nous allume et autres. Fait que faire de l'exploration, je pense que c'est quand même de penser quelles sont nos missions, quelles sont nos valeurs, puis de penser au-dessus de ça. Marie-Emmanuelle, je pense que à la base, peut-être une entreprise de tabac n'était pas dans tes missions principales, mais je suis sûre que tu as vu là des beaux défis que tu n'aurais pas réalisés ailleurs, puis tu t'es accompli professionnellement avec ces défis-là. Puis ça, je pense que c'est important. Je pense que peu importe, on est 3 seniors ici, mais on est tout le temps en apprentissage constant. Donc, qu'on soit senior ou qu'on débute dans notre métier, je pense que c'est important aussi de garder nos horizons ouverts, de se former, d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. On l'a dit d'entrée de jeu tout à l'heure, faire du bénévolat. Nous, avec, je ne veux pas plugger la journée de conférence, mais nous, on a mis sur pied, en fait, la journée de conférence Agenda PR, justement, pour donner de la formation en relations publiques et on accueille à chaque année, je dirais, entre 6 et 7 bénévoles qui participent à la journée. Mais ça, c'est important. Puis je sais qu'il y a plusieurs autres organisations qui organisent de la formation, mais justement, d'aller s'impliquer, d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des gens aussi, d'aller rencontrer des professionnels des relations publiques. Nous, ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec des étudiants pour partager notre passion. Fait que ça, je pense que peut-être c'est important justement l'implication dès le début parce qu'on sait que c'est difficile de se trouver un emploi en relations publiques, mais justement de s'impliquer, de garder les horizons ouverts. Merci. Puis rapidement, pour terminer, j'aimerais ça savoir c'est quoi les grandes tendances en relations publiques auxquelles la relève doit se préparer, ce qui s'en vient dans les prochaines années. Donc, Alexandre? Oui, comme tu sais, je le mentionnais un peu plus tôt, c'est sûr qu'on n'est pas seulement des relationnistes de presse, mais c'est une réalité, en fait, avec laquelle on doit composer. C'est qu'en ce moment, il y a environ
Puis je sais pas si les chiffres sont à jour, mais il me semble les dernières stats que j'avais, c'est quelque chose comme genre 6 professionnels des relations publiques pour chaque journaliste. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup de notre côté. Ça veut dire qu'on est beaucoup à communiquer avec eux. Ça veut dire que lorsque vous serez des professionnels puis que vous aurez des campagnes de relations médias, bien, c'est un défi justement parce que bien, il y a encore plus de compétition pour avoir l'attention des médias, mais aussi ces médias-là, bien, de un, ils sont souvent surchargés. Donc ça, il faut être encore plus créatif, mais surtout, il faut être plus pertinent dans notre approche. Puis quand on parlait de bâtir des relations, oui, on a la marque ou l'entreprise, on veut bâtir des relations avec justement leur public. La réalité aussi, c'est que nous, sur le terrain, on est des humains, puis comme on l'a mentionné, je pense que c'est Sol-Neige qui le disait un peu plus tôt, qu'on doit être des gens qui aiment les gens. Et quand on parle avec des journalistes, ben justement, c'est ça, ce sont aussi des personnes. Donc, on veut bâtir nous-mêmes des relations avec ces gens-là, puis c'est super, super bénéfique dans notre travail parce que les relations qu'on va bâtir avec différents intervenants, ben, ça va nous servir, nous, dans notre carrière, mais ça va nous servir aussi nos clients. Fait que ça, je dirais que ça, c'est un élément. Puis sinon, un autre rapidement que j'ai remarqué, puis je pense à travers les années de pratique, comme je vous disais, moi, ma passion puis mon créneau a beaucoup été la technologie. Donc, je dirais que dès le départ, en travaillant sur des comptes comme Xbox, ben nous, on était déjà très à l'affût de ce qui se passait au niveau numérique. Donc, justement, tout ce qui était des blogs, des forums, nous, on était déjà là rapidement. Puis quand on dit de se spécialiser des fois, ben maintenant, à l'école, il y a des cours justement socio-numériques. Donc, je ne veux pas, la vague a suivi. Donc, moi, sur le terrain, j'ai dû m'adapter à cette réalité-là. Donc, on le voit maintenant, la technologie, les médias sociaux ont vraiment un impact sur notre travail. Il y en a même qui parlent de peut-être comment l'intelligence artificielle va peut-être nous aider dans notre domaine. Donc, je dirais, c'est encore là d'être ouvert puis de s'adapter à ces changements-là, assurément. Marie-Emmanuelle, rapidement. Oui, bien, c'est difficile de prévoir les grandes tendances parce que ça bouge tellement vite. Moi, j'ai gradué, je suis sortie de l'école puis on faxait nos communiqués de presse. Là. Fait que ça fait longtemps. Donc, tout ça pour dire que les tendances, ben c'est difficile de les voir venir. Par contre, ce que moi, je vois de plus en plus, puis tu as touché un petit peu sur ce point-là dans ta présentation, c'est tout ce qui est de la recherche, de l'analyse de données. On ne va pas développer une stratégie ou un plan de communication parce que on trouve ça sympathique. On est vraiment basé sur de la recherche, sur de l'analyse. C'est pas le good old boys club des années 70 où est-ce qu'on allait fumer des cigarettes, prendre un verre avec un journaliste, puis tout était beau, puis tout allait être réglé. C'est sûr que la relation puis le développement des relations, comme Alexandre le disait, c'est super important, c'est primordial. Puis la réalité des médias change malheureusement pour eux pour le pire. Les salles de presse sont rapetisses. Il y a presque plus de journalistes spécialisés. Ils doivent couvrir et l'économie et la mode quasiment simultanément. Fait que c'est sûr que c'est important, mais je te dirais que vraiment, une des grosses tendances que je vois qui prend de plus en plus de place, c'est la recherche et puis l'analyse. Ouais. Puis, Sol-Neige, le mot de la fin? Ben moi, je dirais que c'est pas nécessairement une tendance, mais je pense que c'est de plus en plus important, surtout avec toute l'information qu'on cumule maintenant, le ciblage et la personnalisation. Je pense que ça, on ne dira jamais assez. On ne peut plus faire partir un communiqué de presse puis s'attendre à avoir des résultats. Tu sais, je pense que c'est super important de bien cibler nos journalistes, de personnaliser l'information qu'on leur donne. Tu sais, ça revient un peu à la curiosité de s'informer, est-ce qu'ils ont déjà fait un article similaire, pourquoi ça pourrait bien répondre à ce qu'ils font, puis même de consulter les médias le matin, puis de voir, hey, il y a une opportunité, il y a un journaliste qui a parlé de tel sujet, peut-être qu'il triperait sur mon sujet parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Ça, c'est super important. Puis on leur donne aussi
aussi beaucoup d'informations aussi, puis on les aide dans leur travail. Il ne faut pas oublier que nous, on aide les journalistes et les journalistes nous aident. Donc, c'est vraiment comme un parallèle entre les deux. Puis je pense qu'il y a aussi le côté très humain dans les prochaines années, qui est déjà parti, c'est déjà entamé, mais le côté très humain dans le storytelling, les histoires reliées aux entreprises. On le voit aussi avec la montée des réseaux sociaux, les influenceurs qui partagent leur quotidien, qui partagent leur vie, mais je pense que les gens vont avoir de plus en plus besoin d'avoir des nouvelles reliées à l'être humain. C'est sûr que les nouvelles ne sont pas toujours réconfortantes, c'est pas toujours des bonnes nouvelles qu'on a à annoncer, mais au moins d'aller chercher le côté humain dans les belles histoires qu'on veut mettre de l'avant. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut le panel. Merci Marie-Emmanuelle, Solneige, Alexandre pour toutes ces informations, les conseils que vous nous avez partagés. On est maintenant rendu à la période de questions. Donc, Mireille, je pense qu'il y en a quelques-unes. Oui, et puis toutes très intéressantes. La première, je pense que ça vaut vraiment la peine de vous entendre chacun. Ce serait quoi une journée typique que vous vivez? C'est ça. Il n'y en a pas de journée typique. On a tous eu la même réaction, je pense. On a tous ri. En fait, je pense que c'est ça. Puis on a discuté un peu, hein, nous quatre ensemble. Puis c'est ça qui nous fait triper. C'est que il n'y a rien de pareil. On bouge. On travaille sur des clients avec des objectifs différents. Puis, tu sais, moi, je dis souvent à qui veut bien m'écouter qu'il faut planifier l'implanifiable dans nos journées. Parce que si tu as réglé ton agenda au quart de tour, tu risques d'être très stressé à longueur de journée. Mais parce que c'est tout le temps quelque chose de différent. Mais bon, pour donner un petit peu un exemple, on peut avoir des appels clients, on peut avoir des appels avec nous, chez Weber Shandwick, on travaille en différents départements. Donc, on a des départements, on a un département de médias intégrés, de planification, stratégie, tout ça. Donc, on peut avoir des brainstorms, des lancements de projets. Donc, un client nous appelle, un petit peu comme Mathilde disait, voici, j'ai l'enjeu, j'aimerais ça faire tel truc. On se ramasse tout ensemble avec une personne de chacun des départements, avoir un brainstorm. Quand on est du côté client aussi, on gère des budgets. Donc, on peut passer une partie de la journée à jouer dans des tableurs Excel. On a une demande média qui arrive de nulle part. Donc, c'est vraiment hyper varié. C'est quand il n'y a pas une crise à gérer. C'est ça. Puis Mathilde, Alexandre, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que vous avez ajouter. En fait, il faut avoir l'intérêt à, par exemple, le matin, faire des relations médias sur la ruralité au Québec. Après ça, écrire un communiqué de presse sur l'immobilier. Ensuite, faire des recherches sur les nouvelles, je sais pas, les dernières nouvelles en intelligence artificielle pour un client. Puis finir avec une lecture sur le marché de l'hydrogène pour un client également. Donc, c'est ça la beauté de l'agence, c'est le fait que non seulement c'est diversifié, mais tu en apprends aussi. Tu apprends vraiment beaucoup de choses. Tu dois te plonger des fois dans des domaines auxquels tu n'aurais jamais pensé te plonger avant ça. Que d'éloquence de mes trois comparses, donc je n'ai rien d'autre à ajouter. Bon, sinon, j'ai eu beaucoup de questions par rapport au parcours type, je vous dirais. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui se demandait, bon, moi, j'ai un bac en design. Est-ce que c'est réaliste d'appliquer à un poste de coordination dans une agence de relations publiques, puis de garder ce petit aspect-là créatif dans le cadre de mon travail? Puis il y a quelqu'un aussi qui te posait la question directement, Mathilde, à savoir si toi, tu avais fait un bac en RP par après. Puis même, vous lancez aussi la question à savoir, au niveau scolaire, qu'est-ce que vous aviez fait précisément? Donc, question à plusieurs volets. Mais en fait,
après mon premier certificat, j'aurais pu en effet faire un bac en RP, mais j'ai continué, j'ai fait un autre certificat puis un autre certificat pour faire un bac par cumul. Donc, le premier est un certificat en communication à l'UQAM. Le deuxième est le certificat en socio-numérique des organisations. Un très long nom pour, en gros, les médias numériques, donc tout ce qui est médias sociaux pour les entreprises. C'est intéressant parce qu'on avait, oui, on sait comment gérer nos médias sociaux pour nous, mais comment le gérer pour une entreprise, il y a quand même des éléments à considérer autres. Donc, c'est toute la stratégie aussi qui embarquait là-dedans. Donc, c'était ça le deuxième certificat. Et le troisième en relations publiques pures à l'Université de Montréal. Mm-hmm. Mais je laisserai peut-être la parole justement pour ceux qui ont peut-être plus l'habitude de faire des entrevues d'embauche. Mm-hmm. Oui. Ben pour le parcours, en tout cas, parcours type, on va dire, vu qu'on a un domaine aussi où moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est d'être différent. Donc, ça peut accrocher parce que justement, des fois, dans les agences, quand on ouvre un poste, on veut combler, ben oui, des fois, il y a des tâches, mais des fois aussi, on veut chercher quelqu'un qui répond à un besoin. Fait que ça peut être des fois soit qui répond à notre besoin au niveau culture, donc culture d'organisation. Les différentes agences qu'on a ici, on a toutes des cultures d'agences différentes. Donc, on pourrait recevoir, mettons, tout le monde reçoit 10 CV, les CV des mêmes personnes, et on n'aura pas nécessairement choisi la même personne. Ce n'est pas à cause nécessairement des compétences, c'est par le processus d'embauche. On va se rendre compte qu'un tel ou une telle, oui, au niveau papier, c'est intéressant, mais par la suite, quand on parle, ben cette personne-là fit peut-être un peu plus dans le cadre de ce que nous, on fait chez nous. Fait que ça, je pense que le parcours est intéressant, est important. Parce que oui, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un certain background en communication. Je pense que d'arriver vierge de ne pas avoir eu, peut-être de cours en communication, c'est sûr que moi, quand je vois sur les CV, la personne n'a pas nécessairement de formation, c'est sûr que je trouve ça très difficile d'aller de l'avant, à moins que d'un point de vue professionnel, je vois que la personne a eu de l'expérience. Ça, c'est sûr que il y a une certaine... il y a un bagage qui vient moi, oui, je vais porter une attention particulière si la personne a soit, comment dire, un cours, un parcours scolaire ou encore là, un bagage d'expérience. Donc, je dirais que ça va dépendre des gens. Je pense qu'il y a autant de gens dans l'industrie qu'il y a de parcours. Donc, je ne sais pas si ça aide un peu à répondre. Je pense que Marie-Emmanuelle voulait dire quelque chose. Là. Non, je pense que vous avez vraiment fait le tour. Chez nous, on a des gens qui ont fait qui ont des formations en sciences politiques, qui ont des formations en sociologie, mais c'est sûr qu'il faut que ça revienne aussi à la communication. Puis c'est sûr que l'expérience, ça aide. Puis là, c'est la question de l'œuf ou la poule. C'est comme, hey guys, j'ai pas d'expérience, j'aimerais ça en avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une chance en quelque part? On parlait de bénévolat. Il ne faut pas avoir peur de travailler pour rien, gang. Puis de frapper à la porte et de dire, moi, je veux aller chercher l'expérience, je veux venir vous aider. Que ça soit, ben là, j'allais dire en événementiel, il n'y a pas grand événement ces temps-ci, là, mais que ça soit en temps normal à l'événementiel ou que ça soit pour aller faire des photocopies, là. Ça n'existe pas, hein, ça non plus. Mais en tout cas, juste pour venir aider, puis voir un petit peu comment ça se passe, puis, tu sais, dire « Ah, mais est-ce que je peux t'aider avec ça? Est-ce que je peux peut-être faire une recherche pour toi? Est-ce que je peux corriger ton communiqué de presse? » Des fois, on a besoin juste de quelqu'un d'autre pour relire. Ça fait 5 heures qu'on est sur le document. Fait que c'est de se mettre un petit peu tranquillement dans le bain, puis de ne pas hésiter d'aller, de lever sa main. Puis, je dirais peut-être quelque chose qui serait peut-être, je ne sais pas si ça serait très populaire avec le panel qu'on a aujourd'hui, mais peut-être de ne pas hésiter d'aller de l'autre bord puis de voir comment ça se passe dans les médias. De voir comment ça se passe chez Bell Media ou à Radio-Can ou à la Presse, Journal de Montréal, faire un petit peu un peu d'expérience. C'est sûr que si vous voulez travailler en relations publiques, ça peut aider de savoir comment on travaille de l'autre côté. Il y a beaucoup d'agences aussi de créateurs de contenu, d'influenceurs, d'aller donner un petit coup de main. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux faire quelque chose?
il y a plusieurs avenues. Mhm. On se le cachera pas, là, on l'a dit, on l'a répété, je pense que c'est vraiment de saisir les opportunités. Puis c'est aussi un milieu, on se le cachera pas, de contact. Fait que des fois, d'aller, malheureusement, on n'en a pas en ce moment, mais il y a des brain dates maintenant qui se font sur le web, des soirées de réseautage et autres. Je pense que de se créer dès l'université un réseau de contacts, c'est quand même assez précieux et ça tout au long de sa carrière, mais on peut le débuter très tôt avec des petites actions assez simples, je dirais. Est-ce que vous diriez que, ça c'est une autre question qu'on a reçue, est-ce que le leadership, c'est une qualité importante à avoir pour travailler dans ce domaine-là? C'est sûr que le leadership, c'est toujours une bonne qualité, mais encore plus important que le leadership, moi, je dirais que ça serait la proactivité. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Bon, mais c'est correct, c'était cool. Mais ouais, non, mais je pense que oui, encore là, le leadership, comme la proactivité, je pense qu'il y a plusieurs attitudes. Moi, ce que je pense que les gens, je veux qu'ils retiennent, je pense que oui, il y a peut-être des aspects de base qu'on va rechercher, mais encore là, on veut, puis dans une agence, c'est ça aussi, j'ai entendu dire, je pense même comme Marie-Emmanuelle le disait, c'est que par exemple, ils ont plusieurs départements, donc il y a des gens qui ont des chapeaux, des gens qui vont travailler mettons, en paid, donc, mettons, des campagnes payantes médias sociaux, qui vont faire de l'analyse de, OK, là, la performance du coup par clic, et tout ça. Bon, ça prend un certain cerveau, ça prend une personne qui a ce sens peut-être analytique-là. Donc, dans l'agence, je pense qu'on veut avoir différentes personnes. Donc, par exemple, le leadership, c'est une personne qui, oui, dans notre domaine, vu que c'est un peu entrepreneurial, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est dégourdi. C'est sûr que oui, en général, je pense que c'est quelque chose qui est bien. Mais après ça, selon les niveaux que tu vas avoir, mettons, de leadership, peut-être que tu vas te faire confier certains postes, certaines responsabilités qui vont vraiment bien fitter avec ta personnalité. Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui est comme dans un cadre, tu n'as pas le choix d'être comme ça. Au contraire, déborde des cadres. Puis je pense que ça va être bénéfique pour toi dans ta carrière. Je pense aussi que le leadership, c'est hyper important pour conseiller les clients. Parce que tantôt, comme je mentionnais, par exemple, un client peut dire j'ai une nouvelle image de marque, je veux lancer ça dans les médias. Mais ça prend du leadership pour parfois dire aux clients qu'on ne suggère pas de faire ça ou on suggère de faire une autre stratégie, sachant qu'on sait que ce n'est pas elle qui va nécessairement lui permettre d'atteindre ses objectifs, tu sais, puis lui poser la question, mais pourquoi tu veux aller dans les médias pour lancer ton image de marque, par exemple? Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas plus ça de cette façon-là? Donc, il faut un certain leadership, je pense, lorsqu'on conseille nos clients aussi pour les amener plus loin. Une autre question qui est quand même dans l'air du temps, c'était comment gérez-vous les fake news? J'ai vu passer la question, puis je la trouvais très intéressante. Je dirais personnellement, d'un point de vue, mettons, expérience client, je n'ai pas eu à gérer, mettons, vraiment une gestion de crise où vraiment un client a été atteint au niveau de la réputation parce qu'il y avait vraiment une fake news qui était sortie, puis que c'était un gros enjeu. C'est sûr que je pense pas que, en tout cas, je peux en parler pour mon expérience à moi, j'ai pas vu ça comme un enjeu primordial. Par contre, les fake news, c'est sûr que ce que ça l'a amené, c'est sûr que ça l'a amené dans la population, certaines personnes peut-être à faire comme « Oh! » Là, les fake news, c'est un enjeu. Donc, est-ce que les médias, ce qu'ils nous disent, c'est vrai, c'est véridique, tout ça? Moi, j'ai un très grand lien de confiance avec les médias justement crédibles, les sources que l'on connaît. Puis je pense que vraiment, il faut continuer à travailler avec ces personnes-là. Ce qui m'est arrivé dans mon expérience, c'est oui, admettons qu'un journaliste écrit quelque chose puis qui est erroné, une erreur, un fait qui n'était pas bon, il y a toujours moyen d'aller le voir puis de dire « Hey, by the way, l'article que tu avais écrit, tu n'es peut-être pas venu le voir pour confirmer tel chiffre ou telle information, naturellement, tu as écrit la mauvaise chose. » Donc, il y a toujours moyen de discuter. Donc, je dirais que en général, avec les vrais médias crédibles, c'est la façon de faire. Puis sinon, c'est sûr que pour ce qu'on va dire les fake news, ou si c'est un enjeu qui, on pense, peut toucher notre client ou notre marque, c'est de se préparer. Donc, quand on parle de gestion de crise ou de gestion d'enjeu, c'est pas nécessairement de juste se mettre les mains dedans quand la crise est là. C'est avant de se préparer à justement l'éventualité qui arrive ça. Puis justement, quel est le scénario, comment est-ce qu'on fait pour rétablir les faits, quels vont être les endroits qui vont nous permettre de rétablir justement cette vérité-là, puis de passer le message qu'on voulait passer quand peut-être il arrive justement un débordement sur tous les réseaux sociaux, où est-ce que ça s'enflamme, puis qu'il y a peut-être une fausse vidéo qui est partagée ou quoi que ce soit.
Puis je rebondirai immédiatement là-dessus. Ce que tu disais, Alexandre, je pense que pour plusieurs, il y a une perception que vous êtes toujours en mode crise. La personne, en fait, se posait la question à savoir si c'est vrai, puis si la temporalité de votre métier a évolué dans ce sens-là à travers le temps. Non. Est-ce que le rythme s'est accéléré? Bon. On n'est pas toujours en mode crise. Oui, on travaille vite. Je pense que le développement des technologies contribue à ça, parce qu'on est toujours connecté, parce que les nouvelles sont 24 heures et pas juste dans les nouvelles, mais aussi à travers tous les réseaux sociaux. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup plus de channels, donc beaucoup plus de risques pour une crise qui éclate. Là. Si on compare à, je sais pas, il y a 25 ans, 30 ans, où on attendait juste le journal du lendemain matin, puis le bulletin de 18 heures et celui de 22 heures. Mais non, on n'est pas toujours en crise. La gestion de crise, c'est une portion. Puis l'ampleur de la crise aussi, il faut faire attention. Ça peut durer 24 heures, ça peut durer le temps d'un week-end. Puis oui, des fois, mon Dieu, j'allais encore faire une référence de vieille. Ça peut durer comme la crise du verglas en 1998. J'étais là, j'étais né, inquiète-toi pas. Par exemple, on travaille avec Via Rail, est un de nos clients, puis il y a quelques mois, il y a des barricades sur les rails de train. C'est quelque chose qui a duré pendant plusieurs mois. Ça a été long. Ça a été quelque chose sur lequel on a dû travailler around the clock, comme on dit, du matin jusqu'au soir, les fins de semaine inclus et tout ça. Fait que oui, ça, c'est une crise qui a duré longtemps. J'ai travaillé, moi, sur Fur WowAir, où il y a eu des fourmis dans un avion qui a atterri à Montréal et ça a fait une crise. Puis là, on se disait, bon, mais mon Dieu, il y a des fourmis dans l'avion. Vous pouvez vous imaginer les headlines. Même la CBC faisait des jokes avec faisait le parallèle avec Snakes on the Plane puis Ants on the Plane. Ça a été quelque chose de, bon, à gérer, mais ça a duré une fin de semaine, puis après, c'est passé. Donc, c'est ça. Après ça, on voit des choses passer. Nous aussi, notre métier, puis une des raisons pour laquelle on est payé, c'est justement de voir venir, d'anticiper. Donc, ça aussi, mais on n'est pas sur l'alerte en gestion de crise 24 heures sur 24. Je parle pour moi, ça ne serait pas tenable. C'est sûr que ça fait partie du métier. Puis, soit dit en passant, tu sais, des fois, il y a des gens qui pensent qu'ils graduent de l'université avec un bac en poche puis qu'ils vont gérer des crises tout seuls. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le cas. Vous allez aider peut-être à faire du monitoring, à voir qu'est-ce qui est en train de se dire sur les médias sociaux, qu'est-ce qui est en train de se dire dans les médias traditionnels. On va vous demander d'écrire un rapport. On ne vous demandera jamais de gérer une crise de A à Z de tout seul, à parler aux médias ou à parler aux clients, à les conseiller. Puis d'ailleurs, moi, je ne fais pas ça toute seule non plus chez moi. Je trouve que c'est pareil pour Mathilde, Alexandre et Sol-Neige. On est une équipe. Mais oui, planifier l'implanifiable parce qu'on a énormément de clients qui veulent énormément de choses. Les choses vont vite, les médias sociaux, les créateurs de contenu. J'ai travaillé sur SO, comme je l'ai mentionné. Il y en a peut-être qui en ont vu passer l'année passée avec Alanis, qui s'est fait un petit peu passer au cash parce qu'elle travaillait avec SO. C'est des choses qu'on ne peut pas planifier. C'est des demandes de dernière minute par un client, par un franchisé, par un collègue. Nous, on travaille avec
un réseau complet global. Donc, des fois, on se fait demander des trucs. C'était la semaine dernière, on s'est fait demander quelque chose par Singapour. Puis là, avec la différence d'heure, ben ça fait que les délais sont un petit peu plus serrés, tout ça. C'est ça que je voulais dire par planifier le planifiable. Parce que c'est ça la réalité, mais ça ne veut pas dire qu'on est en gestion de crise puis qu'on est en mode réactif 24 heures sur 24. Ben sinon, ce serait pas mal le mot de la fin. Je me demandais s'il y avait quelque chose que vous aimeriez ajouter, un dernier petit conseil que vous aimeriez communiquer aux étudiants et que vous n'avez pas nécessairement eu la chance durant vos interventions d'aujourd'hui. Bien, je pense qu'on l'a répété, il faut être ouvert, il faut prendre les opportunités, il ne faut pas être trop difficile envers soi-même. C'est bien d'avoir une idée d'où on veut aller, mais il ne faut pas fermer les portes aux opportunités. Vous seriez peut-être très surpris à quel point vous allez aimer une expérience ou une autre, ou peut-être même qu'il y a des choses que le domaine de la communication est tellement vaste que vous ne savez même pas qu'il existe en ce moment. Mais le conseil, peut-être, que je donnerais, puis le sujet sur lequel on n'a pas parlé, c'est de s'entourer de gens qui nous motivent, qui nous inspirent, de qui on apprend à chaque jour. Votre famille de travail, c'est super important. Puis c'est elle qui va vous relever justement dans des moments où c'est difficile, c'est occupé, c'est stressant. Dans des moments où peut-être vous allez douter de vous, de s'entourer des gens en qui vous faites confiance puis qui sont là pour vous aider puis vous relever, c'est super important. Ça serait mon mot de la fin. Ce que je dirais, ça serait, ça va un peu dans le même sens, là, mais de ne pas avoir peur, ou plutôt d'accepter de tester et même de se tromper. C'est correct d'aller dans la mauvaise branche au début à l'université, puis de changer de branche. C'est correct. Ça peut être difficile à accepter, mais il faut accepter ça. Puis, si je donne un exemple, par exemple, moi, je voulais vraiment faire un bac, puis au début, en rentrant dans un certificat, pour moi, c'était peut-être pas à la hauteur de ce que je voulais faire, c'était peut-être pas aussi prestigieux, puis finalement, j'ai décidé que je le faisais pareil au complet, puis j'en sors avec un parcours similaire que quelqu'un qui a un bac, donc c'est d'accepter, de oser, puis de se faire confiance au final. Ça serait mon conseil. Alexandre, Senage, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter? Ben, je pense que tout a été dit, mais c'est vrai de se faire confiance, de suivre son instinct, d'y aller avec nos valeurs aussi, de garder les horizons ouverts, de voir ce qui nous intéresse. Je pense que c'est la leçon à retenir. Oui, je pense que ça résumait pas mal aussi ma pensée. Je pense oser faire des erreurs, break things, juste parce que justement, ça va vous permettre d'apprendre. Tu dois vraiment voir ces occasions-là qui, des fois, on se dit ah, finalement, j'ai vraiment manqué mon coup, mais OK, ouais, peut-être, mais qu'est-ce que tu as appris que tu ne referas pas la prochaine fois? Ça aussi, je pense que encore là, puis nous, on va parler pour encore le domaine de l'agence, souvent, parce que vu qu'on a plusieurs clients, on a plusieurs projets en même temps, c'est qu'à un moment donné, on touche à beaucoup d'affaires. Donc, des fois, tu vas mieux peaufiner peut-être ce que tu aimes, ce à quoi tu es peut-être meilleur, moins bon, puis aussi, justement, ce que tu veux faire plus tard. Donc, tu sais, je pense que de prendre même des choses que tu as faites, que tu dis, ah, honnêtement, j'ai pas tant d'intérêt, mais qu'est-ce que tu vas apprendre qui va te servir dans ton parcours? Puis honnêtement, à chaque chose que tu vas faire, je pense qu'il y a un petit apprentissage à retenir. Donc, ça, je pense que c'est aussi la chose que je veux qu'on voit, là, de ne pas penser qu'une expérience qui, malheureusement, qui s'est finie peut-être de mauvaise façon ou qui a été malheureuse, de voir pour flipper ça de l'autre côté, puis c'est quoi que j'en retiens pour justement aller de l'avant puis voir ça de façon plus positive.
Ben, c'était tous de très bons conseils. Donc, je vous dis un gros merci à vous quatre. Ça a été super intéressant. Vous avez été très généreux aussi. Donc, un gros merci à nouveau. Donc, c'est ce qui finit notre conférence du lundi. On en a une autre demain et mercredi. Donc, j'espère que vous serez intéressés aussi par celle-ci. Donc, je tiens à remercier à nouveau nos collaborateurs, donc l'ACRPQ, qui notamment nous a donné un grand coup de main pour organiser cette présentation-là précisément. Donc, on leur dit un gros merci. Grenier aux emplois également au niveau collaborateur. Merci beaucoup à l'APP, le CDMQ et la SDGQ, qui sont les associations aussi qui nous ont appuyés à travers ce projet-là. Et également à Orchestra qui nous a appuyé au niveau de l'identité visuelle de l'activité. Donc, merci également. Puis, en finissant, je vous mentionne aussi que le BEC, le Bénévolat d'entraide aux communicateurs, organise une soirée de speed mentorat le 9 novembre. Donc, si vous voulez poursuivre la discussion avec des professionnels de l'industrie, c'est aussi une très belle opportunité. Donc, parler carrière dans le domaine des communications créatives. Donc, là-dessus, merci à nouveau à notre conférencière, à nos panélistes et je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bye.